Là-bas, c'était le cirque, quoi. J'étais entraîné par le coach de Yannick Noah, Patrice Agelower. J'ai joué contre beaucoup de gens assez célèbres. Clooney, si ça te dit quelque chose. Et j'étais chez moi, et à 3 heures du matin, ça sonne. Et je me dis, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Je sors, je regarde dehors, et je vois deux mecs à l'entrée qui me disent, ouvrez la porte, c'est le FBI. Hello à tous, épisode d'une série de 3 sur le college tennis avec Yann aujourd'hui qui fait partie de Tennis Central à Washington et qui permet entre autres à des jeunes joueurs et joueuses de faire leurs études en université américaine tout en ayant une bourse à la clé. T'es parti aux États-Unis il y a un petit moment, tu venais de me le dire là en off, dans les années 90, Exactement. tu fais Sans partie divulguer mon âge, je suis parti il y a très longtemps. tu fais partie des précurseurs. T'as étu- Exactement. Tu peux nous dire où est-ce que tu as étudié et à combien t'étais à l'époque? Ok, donc j'ai quitté la France vers la fin 89, début 90, Ouais. et j'ai été étudier au Nouveau-Mexique. Je suis parti à Roswell, New Mexico, dans une école militaire. Ah ouais, va falloir Ouais. que tu nous expliques le choix. Et t'étais Ah classé, oui, non. t'étais -2 à l'époque, c'est ça quand t'es parti? J'étais -2 quand j'ai quitté la France. Donc, si tu veux, j'étais -2, mais j'étais aussi classé au niveau ITF. J'étais 71 mondial. Au niveau D'accord. ITF. J'ai commencé mes études à Orléans, à l'université d'Orléans, et j'ai très vite compris que bon, il y a plus de tennis en France, quoi. Donc, si tu veux vraiment poursuivre le tennis à haut niveau, il n'y a pas vraiment beaucoup d'options. Une fois que tu quittes l'école, tu vas en université, c'est fini, quoi. Et tes meilleures victoires, tu peux nous dire? Ouais, à cette époque, je gagnais à -15, -30 quand je suis parti, mais j'ai pas fini la saison, donc je suis parti directement aux États-Unis, à Roswell. Ouais, J'ai été recruté par euh, un ami de mon coach ITF, en fait. Parce que bon, d'accord. à l'époque, il n'y avait pas d'Internet, donc c'était très difficile de trouver des bourses. Donc, si Ouais. tu, c'était un petit peu par contact, quoi. C'était, tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui te met en contact avec quelqu'un d'autre, quoi. Donc, mon Et, coach ITF m'a mis en contact avec le coach de Roswell, New Mexico, qui était une école militaire. qu'est-ce que t'appelles coach ITF? La Fédération internationale de tennis, si tu veux. Et comment t'avais réussi à avoir un coach de la Fédération internationale de tennis? Ben, si tu veux, moi, j'avais double nationalité, maintenant triple nationalité. Je suis franco-camerounais. D'accord? J'ai joué la Coupe Davis pour le Cameroun. J'ai grandi au Cameroun. J'étais entraîné par le coach de Yannick Noah, Patrice Agelower. Ouais. Donc, si tu Agel. veux, voilà, c'était la connexion, quoi. Mon frère a été à l'école avec Yannick. Ils sont restés en contact. Et moi, quand j'ai commencé à gagner des tournois au Cameroun, j'étais champion national à Yaoundé. Il m'a mis en contact avec son coach à Gelauer, qui était à ce qui s'appelle Moratoglou Academy, maintenant à Nice. Donc, je suis allé m'entraîner là-bas Ouais. sous Patrice. Et puis, bon, mais j'ai continué à faire mes tournois en France. Je suis monté assez rapidement. Je suis passé de non classé à -2 en 5 ans, assez rapide. Et puis, ben, Incroyable. après, je suis venu aux États-Unis, quoi. Énorme. Et alors pourquoi avoir choisi une école militaire? Enfin, si toutefois t'as choisi, est-ce que t'avais le choix? C'était un accident. C'est pour ça que c'est très important d'avoir un agent comme Alexis qui fait partie de notre société, quoi, pour vraiment trouver une école adéquate, quoi. Parce que bon, quand tu commences à discuter avec des agents, tu ne sais pas trop où tu vas tomber. Et en général, tu es tellement excité d'aller sur des années que tu fais pas vraiment attention aux détails, quoi. Ouais. Et moi, je sais que quand il m'a mis en contact avec le coach de New Mexico Military Institute, j'étais tellement heureux d'avoir une bourse complète, quoi, que quand j'ai eu le coach au téléphone et il m'a expliqué que c'était une école militaire, ben, si tu veux, moi, je lui ai demandé est-ce que je vais devoir faire tous les exercices militaires? Il m'a dit, mais bon, comme tu joues au tennis, tu vas certainement manquer beaucoup des entraînements militaires. Et moi, dans ma petite tête, je parlais pas très, très bien anglais. Je me suis dit, bah, écoute, il n'y aura pas d'exercice militaire pour toi, tu vas jouer au tennis. Ouais. Donc c'est très marrant parce que je suis arrivé dans cette école militaire Ouais. le premier jour, mais j'étais subjugué, quoi. Il m'a fait marcher au milieu des troupes et tout ça. Et ils étaient tous en train de faire des pompes et plein d'exercices et tout. Et moi, je connaissais pas, quoi. J'ai atterri là-bas avec des sacs, avec des chemises roses, chemises oranges, des vêtements de plage. Et il m'a amené dans un local. Il m'a dit, écoute, tu mets tes sacs ici, tu vas pas avoir besoin de ça. Et je l'ai regardé, je dis, mais j'ai besoin de mes vêtements.
Il dit non, non, mais t'inquiète, on va te donner des vêtements. C'est Et exceptionnel. il m'a amené dans une salle où j'ai commencé à choisir tous mes vêtements militaires, quoi, Hein? les uniformes. Et après, il m'a amené chez le coiffeur et ils m'ont Ouah. rasé. Et c'était la première fois. Enfin, maintenant, j'ai perdu tous mes cheveux, quoi, donc ça me gêne pas. Mais bon, à l'époque, j'étais un beau gosse avec afro et tout ça, mais j'étais vraiment fier, quoi. Ouais. Et ils m'ont rasé, mais complètement. Ça m'a mais déprimé. Et là, dès qu'ils m'ont rasé, j'avais plus aucune envie de revenir en France parce que c'était la honte. Je me sentais comme un skinhead et puis j'ai dit non, non, mais je vais devoir rester, quoi. Et alors, ça ressemblait à quoi la répartition de ton temps entre les exercices militaires et les entraînements de tennis et les cours? Ah, c'était dur. C'était dur surtout parce que moi, j'avais aucun entraînement militaire et c'est très, très, c'est strict, hein. Donc, si tu veux, on avait une journée normale. C'était bon, tu te réveilles à 5 heures du matin, ok. Mhm. À 5h30, tu sors de ta chambre pour aller faire, tu sais, ils te mettent dehors et puis bon, tu te mets en troupe, quoi, si tu veux. Et ils viennent voir ton uniforme, quoi, si c'est bien propre, si tes chaussures sont cirées, si tes badges sont propres et tout ça. Et puis bon, à 6 heures, tu as le petit déjeuner. Donc, on part tous en troupe au petit déjeuner. Et puis bon, tu as jusqu'à 7 heures, quoi. À 7 heures, tu retournes dans ta chambre, tu te prépares pour aller à l'école. 7h30, 8 heures, tu vas à l'école jusqu'à 1 heure. Après, tu as le lunch. Dans l'après-midi, on avait nos entraînements tennis Ouais. jusqu'à une certaine heure. Après, tu avais tes entraînements militaires. Après, tu vas faire ton dîner, quoi. Et puis derrière, tu vas faire tes devoirs. Et le soir, un rendez-vous militaire, si tu veux, où toutes les troupes sortent. Et puis à 10 heures, il faut éteindre toutes les lumières et tu te couches et tu recommences la même chose le lendemain. Et tu t'entraînais au tennis combien d'heures par semaine? C'était à peu près 2 heures à 2h30 par jour. Donc, bon, ça représentait entre 10 et 15 heures de tennis dans la semaine et puis les matchs en week-end. Et du coup, tu Ça, n'avais pas c'était assez d'entraînement difficile. physique en plus, parce que le physique, tu le faisais avec les militaires. On avait une journée où on avait physique pour le sport, mais bon, on faisait aussi le physique le matin. Donc, quand tu es avec les troupes, on te fait ils te regardent ton inspection. Et puis derrière, tu as entraînement physique aussi. Donc, c'était assez difficile, oui. Sachant que l'entraînement physique militaire n'a absolument rien à voir avec A celui rien à du voir avec tennis. l'entraînement physique. Absolument. Du coup, tu t'es retrouvé musclé comme jamais, t'as perdu en relâchement ou pas? Ça s'est passé comment? Ta transformation physique, elle Et si ressemblait à tu quoi? veux, au début, c'était difficile parce que bon, l'entraînement militaire, c'est très strict, hein. Donc, les supérieurs sont vraiment devant toi, sur ton visage, en train de t'engueuler sans arrêt, quoi. Et si tu comprends rien, t'as du mal. Donc moi, mon premier jour, j'ai attaqué j'ai attaqué un des mecs, quoi, parce que bon, il avait son chapeau sur mon nez comme ça, et j'ai pas apprécié, quoi. Donc je lui ai sauté dessus. Ils m'ont amené voir le président de l'école en me disant, écoute, si tu te calmes pas, tu vas pas rester si longtemps, quoi. Donc, et après, pendant à peu près 2 mois, c'était devenu une habitude de tous les officiers de l'école de me faire des push-ups, des Ouais. pompes de n'importe où ils étaient, quoi, pour me punir, quoi. Euh, C'était assez marrant. T'es devenu un monstre physiquement, non? Tu Ah, t'es transformé? physiquement, devenu une bête. En 3 mois, je faisais entre 100 et 150 pompes d'affilée, comme ça, sans problème. Non, c'était vraiment un entraînement physique forcé, mais qui m'a montré à quel point on peut pousser l'être humain à faire des choses exceptionnelles. Et t'as pas trop perdu en relâchement? T'arrivais à faire passer le bras un peu avec la raquette ou pas? Non, c'était très très propre. J'avais vraiment besoin de renforcer mon physique et ça Ouais. m'a permis de travailler là-dessus et de devenir très très solide. D'ailleurs, j'ai eu une année spectaculaire. Je suis passé bon, je jouais bien. J'étais -2, je gagnais à -15, -30, donc j'étais pas mauvais, quoi. Je suis devenu numéro 3 des États-Unis en junior college. Il y avait Castiglione qui était aussi dans une autre école, qui est de mon époque aussi, qui était, je crois, -30 en France. Je l'ai joué dans un tournoi et je l'ai battu, quoi. Donc, ça jouait à très très haut niveau, hein, c'était fort. Et tu l'as haï, le mec qui t'a fait atterrir au Nouveau-Mexique ou pas Non, mentalement? non, 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 non. Parce que véritablement, je pense que quand tu vas dans une
nouvelle école, Ouais. euh, dans un nouveau pays, c'est très facile de tomber dans des mauvaises habitudes, quoi. Tu sais, aux États-Unis, il y a les Américains boivent beaucoup d'alcool, ils font beaucoup la fête. Et si tu veux, moi, j'avais pas du tout ce problème, quoi. Je suis arrivé dans un environnement tellement strict que j'étais obligé de me concentrer sur mon tennis et sur des choses saines, quoi. Donc, non, non. Le coach était comment? Le coach était très sympa. Bon, c'était pas un joueur de tennis de très très haut niveau, mais il était très sympa. C'était un bon mentor, quoi, si tu veux. C'était plus quelqu'un qui avait une expérience militaire, une expérience de la vie avec de la discipline, qui nous a vraiment aidé à nous concentrer sur les choses importantes, quoi, et de ne pas nous plaindre. T'avais choisi quoi comme major? Mais si tu veux, en junior college, c'est 2 ans. Ouais. Donc, tu ne choisis pas forcément ton major. Moi, quand j'ai quitté la France, j'avais fait terminal S. Donc, si tu veux, j'étais dans les sciences. Donc, quand je suis venu à New Mexico Military Institute, j'ai fait sciences et maths et que des choses un petit peu dans ce domaine, quoi. Et j'ai obtenu mon diplôme en 1 an et demi. J'ai D'accord. fait ce qui s'appelle CLEP Examination. Donc, si tu veux, tu prends les examens sans prendre la classe. Ouais. Et ça m'a permis de finir en 1 an et demi au lieu de 2. Et après, tu vas en université, c'est ça? Après, je suis parti en université Division 1 à George Washington University à Et Washington. pourquoi pas avoir démarré directement par l'université? Parce que si tu veux, comme je te disais au début, je n'avais pas de contact quoi sur les États-Unis. Donc j'ai pris la première bourse scolaire qui m'a été donnée, première bourse complète qui m'a été donnée. D'accord. Et NMMI, c'était la seule université que j'avais en tant que contact quoi. Je n'avais aucune autre option. Donc je suis Ok. allé directement. Et alors, avant d'aller plus loin sur ton expérience universitaire, déjà, est-ce que tu as fait des potes? Tu as gardé des potes de cette époque militaire? J'avais deux, trois amis sur lesquels je suis sur Facebook. Il y avait un joueur du Ghana, Isaac Dankor, avec qui je suis encore en contact, si tu veux, par Facebook. Je l'ai revu. Il était joueur de Coupe Davis du Ghana. Donc, je suis encore en contact avec lui. Il y a un Vénézuélien qui était là-bas avec moi aussi. On est en contact sur Facebook, mais bon, je suis pas vraiment en contact personnel. On se contacte de temps en temps. Du coup, ouais, avant d'aller plus loin, est-ce que tu as une anecdote qui te revient avec Patrice Agelower ou la Coupe Davis que tu as pu jouer pour le Cameroun ou je sais pas, Yannick peut-être, des trucs un Ah ouais, peu ben si sympas à tu veux, pour raconter? la première fois que j'ai joué en Coupe Davis, on a joué contre la Côte d'Ivoire. J'avais joué en numéro 1 pour l'équipe du Cameroun contre une Goran qui était 300e mondial, quoi. Et c'était la première fois que je jouais à ce niveau, donc j'ai dû perdre, je crois que c'était 6-3, 6-2, 6-3. La Coupe Davis, c'est vraiment une expérience extraordinaire. Je veux dire, les spectateurs font ce qu'ils veulent, ok? Donc, on jouait à Abidjan sur un Ouais. central et tu avais tous les Ivoiriens qui étaient là avec des tambours et la musique et tout. Et à chaque fois que Ngoran gagnait un point, il faisait un boucan, mais un truc, une horreur, quoi. Donc, c'était la première fois, j'avais 16 ans, hein, c'était la première fois que j'étais dans un environnement comme ça qui était complètement différent de mon expérience de tennis, quoi. Le tennis, tu sais, tout le monde est calme, personne ne dit rien, tu applaudis s'il y a un beau point, personne ne dit rien si tu fais une double faute. Là-bas, c'était le cirque, quoi. Et Agel, t'as bien fait progresser, c'est Agelower? Agel, si eux, j'ai passé 3 semaines avec lui. Il m'a vraiment aidé à transitionner court de dur, parce que bon, au Cameroun, c'est que du dur. Il n'y a pas de terre battue. Ok. À comprendre la terre battue, Ouais. qui n'est pas du tout mon domaine, quoi. Donc, être beaucoup plus patient, comprendre les changements de rythme, comprendre les changements de vitesse, de spins et tout ça. Il m'a vraiment donné une expérience de variété, quoi, si tu veux, de comprendre que la terre battue, c'est vraiment une classe de masters, quoi. Et j'ai progressé très vite après sur terre battue. Et au Nouveau-Mexique, t'étais dans quelle ville? À Roswell. Roswell, c'est connu pour les UFO, tu sais, pour les aliens. Ah bon? Ah ouais, il y a une base militaire qui est censée être secrète, Ah où il y ouais? a de tous les artefacts des UFO, quoi, tout ce qui est aliens et tout ce qui est Les euh, ovnis, tout ça? space, ouais, les trucs comme ça, quoi. C'est là-bas que c'est gardé. Incroyable. T'as vu des extraterrestres toi là-bas ou pas? Non,
Dommage. On pouvait pas sortir de la base militaire, donc moi j'étais coincé. On sortait simplement pour aller jouer les matchs contre les autres écoles. Et en 1 an et demi, t'as jamais fait la fête là-bas. Jamais. Putain, incroyable. Et t'as rencontré des filles quand même? Si tu veux, il y avait des fêtes de temps en temps, des écoles publiques, quoi, qui étaient en dehors. Et si tu étais invité, tu pouvais demander à sortir de l'école militaire pour aller faire une fête. Donc il y avait des filles françaises Ouais, qui étaient des exchange students. Elles avaient fait un échange scolaire, quoi, si tu veux. Il y avait trois jeunes Françaises qui étaient à Roswell, New Mexico, qui nous invitaient à sortir de temps en temps. J'étais là-bas aussi avec Sibilla. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ce nom. C'était un joueur de tennis qui était aussi entre -2 et -4. d'accord. Donc, Frédéric Sibilla. Et donc, on était deux Français et on s'est retrouvés là-bas avec des jeunes filles françaises. Donc, on s'est bien amusé. Ah, quand même, parce que bon, à cet âge-là, t'as envie un peu de kiffer, quoi. Ben écoute, tu trouves toujours un moyen. Bon, L'être humain a beaucoup de créativité. voilà, c'est bien. Plein de ressources. Et alors, comment s'est organisé ton transfert, du coup, à George Washington University? C'était assez facile en fait, parce que bon, comme j'étais numéro 3 des États-Unis en junior college, il y avait une quinzaine d'universités qui voulaient me faire venir, et des grosses universités aussi. Mais bon, mon père est professeur en France, donc on n'avait pas énormément de ressources financières, quoi. Donc, Ouais, si tu veux, moi, j'ai choisi l'école qui me donnait 100% tout de suite, quoi. J'ai jamais payé pour aller à l'école aux États-Unis. J'avais Stanford qui me donnait 30%, il y avait Harvard qui allait me donner 30%, il y avait Georgia Tech, Texas Tech, Texas A&M, que des grosses écoles qui voulaient que je vienne. Mais bon, ils me donnaient entre 30% et 70%. Tu veux, moi, quand George Washington m'a donné 100%, j'ai dit je viens. En plus, comme j'habitais en France, j'avais pas encore eu cette idée de rester aux États-Unis. Le ouais, voyage entre Washington et Paris est beaucoup plus simple qu'entre Washington et Albuquerque et Roswell, quoi, ou même la côte ouest. C'est ouais. beaucoup plus cool. Ça a dû évoluer, mais actuellement, c'est 62 000 $ l'année, avec 25 000 étudiants. Bon, c'est pas non plus une université qui est démesurément grande, quoi. Voilà. Non, c'est très cher. Toi, à Ça, l'époque, c'est sûr. à l'époque, tu te souviens combien c'était? À l'époque, c'était 45 000 l'année. Ah ouais, bien. Belle négociation. Et du coup, t'arrives et à quoi ça ressemble? Est-ce que tu peux nous faire voyager? C'est quoi tes souvenirs, tes premières images? Ah, mais bon, si tu veux, moi, j'avais déjà été à Washington parce que ma maman travaillait pour Cumberland Airlines et elle avait des amis à Washington. Donc, j'étais déjà venu à Washington, mais j'avais pas vraiment visité Washington, D.C. Comme ça, c'est une ville exceptionnelle. Tu te retrouves, George Washington, c'est à 300 mètres de la Maison Blanche. Ah ouais, OK? Donc, bien. ah ouais, non, c'est juste à côté. Donc, si tu veux, tu sors de ton dorm, quoi, si tu veux, tu marches quelques minutes et tu es à la Maison Blanche. Tu marches quelques minutes et juste à côté du Washington Monument. Tout est à côté, quoi, si tu veux. C'est impressionnant, quoi, parce que bon, tu te retrouves dans tous ces sites touristiques et ça fait partie de ton backyard. Quotidien. Ouais. C'est ton quotidien, quoi. C'est vraiment exceptionnel. Et comme tu es juste à côté de la Maison Blanche, tu as le président des États-Unis qui passe régulièrement juste à côté avec la limousine et les flics devant. Ils arrêtent la route et bon, tu le vois passer. C'est juste à côté, quoi. Tu te retrouves combien dans l'équipe? T'es en quelle position dans le line-up? Moi, je n'ai joué que numéro un. J'étais numéro un au Nouveau-Mexique, j'étais numéro un à George Washington. N'ai jamais perdu un match de challenge. Juste une fois contre au Nouveau-Mexique contre Isaac Dancor. J'ai perdu une fois, mais bon, après, je l'ai rebattu, donc j'ai gardé ma position numéro un dans les deux équipes. Et là, les terrains de tennis, le coach, tu peux nous raconter à quoi ça ressemble? Oui, tout à fait. Les terrains de tennis, si tu veux, George Washington, qui est au sein de la ville, n'a pas ses propres cours. Donc, on allait jouer dans un club de tennis qui s'appelle East Potomac Tennis. Et c'est juste à côté du Lincoln Memorial. C'est à côté de l'eau, quoi. C'est magnifique. Ouais, Ils ont 18 cours. Donc, on allait nous entraîner le matin entre 6 et 8. Et l'équipe était solide. On avait, bon, moi, numéro un, on avait deux joueurs israéliens qui étaient très forts. ouais. Et le reste, c'était des joueurs américains corrects, quoi. Attends, t'as dit que les entraînements, c'était le matin entre 6 h et 8 h du matin? Voilà, De tennis? de tennis. Ah oui, bien. Et le physique?
Le physique, ça, c'était en général dans l'après-midi. On avait 1 heure à 1 heure et demie. Puis bon, on avait des footings assez réguliers, quoi, parce que bon, les footings étaient spectaculaires. Tu pars de l'école, et puis bon, ben, tu descends vers les T'es une sites busy. touristiques, tu cours autour du mall, tu as le site du Congrès, tu as le Sénat, enfin, c'est hors du commun. De temps en temps, on croisait, à l'époque, c'était Bill Clinton qui était président. Ouais, Et 2, 3 fois, parce qu'il aimait bien courir aussi, on s'est ouais. retrouvé à courir juste à côté de lui, quoi, avec son Secret Service. Moi, j'étais en université aussi et on faisait le physique le matin très tôt à 5h20 parce que Ouf, sinon la salle était prise par les autres athlètes un peu plus tard. voilà. Mais le tennis, nous, c'était l'après-midi, c'était 14-17. Pourquoi est-ce que vous faisiez, vous, de 6 à 8 le matin? Mais parce que si tu veux, comme ils n'avaient pas leur propre cours de tennis, D'accord. ils Ah ouais. louaient. Ouais. Et c'était de 6 à 8 pendant l'hiver. Et puis bon, pendant l'été, on prenait les cours durs dehors, quoi. Et là, ça pouvait être entre 2 et 5. Et à partir de mars. Donc si tu veux, comme la saison, c'est de mars à mai, la saison qui compte vraiment où on s'entraîne à fond, quoi, c'était pendant l'hiver. Et là, tu prends quoi comme diplôme? Tu choisis quoi? Moi, j'étais dans les sciences, donc j'ai fait biologie pré-médecine. Et ton GPA, ta moyenne sur 4, c'était de combien? Ouh, j'étais assez fort en études, hein. Au Nouveau-Mexique, j'ai fait partie du Scholar Athlete, donc j'avais un 3,8. Ouais. Et George Washington, j'avais un 3,85. Ouais, c'est propre. Est-ce que tu as deux, trois anecdotes de matchs mythiques ou d'entraînement hors du commun ou de rencontres, j'en sais rien, pour nous faire vivre un peu ton expérience? T'es resté 4 ans du coup dans l'université. Là, t'as pas Non, bougé là. 2 ans, parce que bon, j'avais fait 2 ans de junior, 1 an et demi de junior college, donc j'ai fait 2 ans d'université Day One. Parce que bon, si tu veux, tu les accumules, quoi. Ah, t'as transféré 4 ans t'avais d'université, quand même des crédits quoi. voilà, En j'avais 1 an et demi de crédit à l'autre université que j'ai transféré, donc j'avais juste 2 ans pour terminer, quoi. à gacha. Euh, pour te donner des anecdotes assez sympas, j'ai joué contre des membres du Sénat très vite parce que bon, quand on était juste à côté, ils nous faisaient venir. J'ai joué contre beaucoup de gens assez célèbres, des chanteurs, des acteurs, Clooney, si ça te dit quelque chose. Oh bah George Clooney, oui, je crois qu'il y a George pas grand monde Clooney, qui le connaît pas, ouais. exactement. Donc j'ai joué contre lui à Washington. Bon, on s'est bien amusé. Et au niveau tennistique, comme tu as le City Open ici à Washington, il y a eu pas mal de joueurs de très très haut niveau qui sont venus, qui voulaient s'entraîner avec nous, quoi. Parce que bon, j'avais un bon niveau, ils avaient besoin de joueurs solides, quoi. Et c'était qui du coup les stars du Washington Open avec lesquels t'as tapé? Les stars du Washington Open avec lesquelles j'ai tapé, j'avais les deux filles, Maleva, Ouais, elle Magdalena. était numéro 2, numéro 3 mondial. Elle m'a fait venir pour taper avec elle pendant 3 semaines. Sinon, tu avais Kuerten aussi qui était venu, qui avait besoin. Mais bon, là, j'étais plus à l'université déjà. Ok. C'était plus les femmes. Les étudiants parfois donnent des cours pour payer leurs dépenses sur place. Toi, il y a des hommes politiques qui t'ont demandé des cours de tennis ou pas? T'as des anecdotes là-dessus? Énormément, énormément. Ah ouais. Surtout que mon coach, si tu veux, c'était Joe Mesmer. Il était aussi coach d'un country club, Ouais, un gros country club de Washington. Tout le monde était là-bas, quoi. Pour te donner une anecdote, d'ailleurs, j'ai joué contre John McEnroe énorme. en match exhibition. On était tous les deux sponsorisés par Vocal à l'époque. Le match exhibition a eu place au club de mon coach, quoi, si tu veux. Donc, j'ai joué en double contre lui et j'ai eu une victoire contre John McEnroe en double. Allez, c'était quoi le sponsor, t'as dit? Vocal, C'est quoi? Volkl. Tu connais? C'est une marque. C'est une société de raquettes de tennis Ah oui, Volkel. Ouais, de ouais, ouais. C'est allemand, je Volcal, ouais. crois. Ouais. C'est allemand, exact. L'été, du coup, tu faisais quoi quand tu Si tu t'étudiais veux, pas? Tu rentrais en l'été à France ou pas? l'époque, voilà, les 2 premières années, j'étais revenu en France. Je venais jouer pour le Stade français, je faisais partie du Stade français. Donc, je D'accord. revenais faire les matchs par équipe et puis derrière, je faisais des tournois en France pour gagner de l'argent, renflouer la banque, quoi. T'as eu des points ATP ou pas? Non, j'ai jamais vraiment eu de points ATP. J'ai joué le tournoi ATP de Washington, le City Open. J'ai Ouais, joué les qualifs. J'ai eu des victoires dans les 100 meilleurs mondiaux. J'ai d'ailleurs battu David Witt, qui est le coach de Pegula. d'accord. Je l'ai battu 6-3, 6-2 au deuxième tour des
qualifs à Washington. J'ai peut-être eu un ou deux points. La dernière fois que j'avais regardé sur l'ATP, j'avais un classement de 1000 quelque chose quoi, au niveau Ah ouais. ATP. D'accord. Mais je pense que ça a été ça a été en double. J'ai eu des points ATP en double. Du coup, pour faire le contraste avec l'école militaire, là, est-ce que tu as eu une vraie vie étudiant? Est-ce que tu t'es rattrapé? Est-ce que tu as eu une petite amie? Comment t'as vécu l'expérience? Ah, ben, si tu veux, une fois que tu as été bercé dans le service militaire, quoi, si tu veux, tu as une perspective sur la vie qui est assez différente. Moi, ma vie était un petit peu plus structurée que Le commun des le, mortels? le commun des mortels. Quoi. Je bois pas, je fume pas, j'aime pas trop sortir tard, j'aime bien me coucher tôt. Quoi. Donc, j'avais quand même une vie assez euh, bien structurée. Quoi. Bon, oui, bien sûr, des jeunes femmes. Bon, j'ai le sang africain, faut savoir ce que ça veut dire. Ok, donc, je me suis bien amusé, quoi. Mais Ah, bon, au niveau merveilleux. du reste, soirée, pas vraiment. Fille, oui, on va pas Ah se mentir. ouais. Ah, tu devais être efficace parce que pour avoir des copines sans sortir, fallait être bon. Ouais. En Et à plus, l'époque, j'étais pas mauvais au tennis, tu sais, donc j'étais un athlète de haut niveau avec beaucoup de très apprécié. Disons. et le tennis était reconnu à quelle hauteur? Parce que bon, c'est pas forcément le sport le plus populaire aux US. Est-ce qu'il y avait du monde pendant vos matchs? C'était quoi les derbies? Ça ressemblait à quoi ça? Non, pas vraiment. Le George Washington, ils sont plus connus pour leur baseball, pour leur basketball. Donc c'est Ouais. vrai que le tennis c'est pas au niveau de ces sports-là, quoi, si tu veux. Mais bon, tu as beaucoup d'Européens à Washington. C'est très international. Hmm. Donc les internationaux ont tendance à être plus pointés sur le tennis, les sports qu'on suit en France, quoi, le foot européen, le tennis. Bon, le basket un petit peu. Donc, si tu veux, au niveau des Européens, européennes, ça s'est bien passé. D'accord. Du coup, t'obtiens ton diplôme, tu es graduate student, comme on appelle. Quel est Ouais. le cheminement? Est-ce que tu travailles tout de suite? Est-ce que tu as déjà l'idée de créer Tennis Central? Comment tu chemines vers ce projet entrepreneurial? Ben, si tu veux, je pense que comme tous les jeunes entre 20 et 22 ans, si tu veux, on a tous tendance à faire des choix un peu spontanés, quoi, si tu veux. Moi, à l'époque, je pense, tu sais, quand tu donnais des leçons, les gens te donnaient l'équivalent de 20 dollars, quoi. C'était le Ah, pas maximum. plus? Bah, un homme politique, ça doit être un peu plus, non? Non, non, je dis l'équivalent en France. Ah ouais, Et ok. si tu donnais des leçons en France, ça aurait été 20 dollars, quoi, si tu veux, donc Et aux maximum. US? Aux US, c'était Et combien aux quand tu donnais US, quand des j'ai leçons? commencé, les gens te donnaient 80 dollars pour l'heure, quoi, direct. C'est Donc, si tu beau. veux, je me suis retrouvé dans un club en dehors de Washington, à Potomac, où tous les gens cossus vivent. Et là, j'ai commencé à donner des cours l'été et je me suis fait mais plein d'argent, quoi. Ouais, C'était incroyable. Et donc, si tu veux, ça te donne de fausses valeurs, quoi, si tu veux. Parce que bon, au bout du compte, moi, je pense que la valeur la plus importante d'un être humain, c'est ce que tu es capable de faire grossir et de multiplier. De ok. prendre de l'argent comme ça rapide, sans avoir véritablement des qualités, si tu veux, qui vont te faire progresser au sein de la vie professionnelle, ça marche pas, quoi, si tu veux. Donc, j'ai fait énormément d'argent et je voulais Ouais. continuer mes études. Ma copine à l'époque était argentine et elle allait travailler pour Ernst Young à New York. Et moi, j'avais été accepté à l'université de New York. Donc, si tu veux, on est parti sur New York. J'ai Ouais. arrêté de donner des leçons. Je suis allé sur New York. J'ai commencé l'école. J'ai pris un boulot avec un docteur. J'ai commencé mes études et tout de suite, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce que je voulais, quoi. Que j'avais plus une tendance business. J'ai cassé avec ma copine. Je suis revenu sur Washington et j'ai commencé à donner des cours de tennis au club de tennis où on s'entraînait pendant que j'étais à George Washington. Un an, je suis devenu directeur technique de tout le site, quoi. C'est les deux plus grosses bulles et centres de tennis de Washington. Et j'ai vraiment fait du bon boulot tout de suite, quoi, qu'ils m'ont mis en charge à 24 ans de ces deux centres de tennis à Washington. Tu nous as parlé de Harvard juste avant. Tu avais une proposition à 30% de bourse. Harvard fait partie de la Ivy League, c'est ça, hein? Exact. Est-ce que tu peux juste nous expliquer ce que c'est la différence entre
Ivy League, D1 ou enfin OK. enfin Donc, si tu veux, pour qu'on comprenne Ivy bien. League, il te donne, en fait, il ne te donne pas de bourse scolaire. OK? Il te donne des bourses, c'est pas des bourses sportives, si tu veux. Il te donne des bourses scolaires. Donc, D'accord? quand tu vas à Harvard, si tu as des bonnes notes, ils peuvent faire des recherches et te donner une bourse académique. Ouais. OK? Donc, moi, ils allaient me donner 30% de bourse académique. Il y avait une bourse particulière qui était correcte pour moi. Et ils allaient essayer de faire des recherches pour me donner le reste. Mais bon, il n'y avait aucune garantie. Donc, Ivy League, c'est, si tu veux, c'est une ligue où tu as Harvard, tu as Princeton, tu as que ces grosses écoles, là, si tu veux, qui jouent entre elles. Il y en a une dizaine, hein, OK? c'est Qui ne ça? peuvent pas. Pardon? Il y en a une dizaine, hein, c'est ça? Il y en a une dizaine, c'est ça. Et OK? elles s'affrontent que entre elles. Elles sortent pas Elles du. s'affrontent. À l'époque, elles ne s'affrontaient qu'entre elles. Ouais. Maintenant, elles ont été forcées, si tu veux, d'aller chercher un petit peu des Concurrence. challenges un petit peu partout, quoi. Donc, ils jouent entre eux, mais ils jouent aussi d'autres écoles. D'accord. Et James Blake, du coup, qui a fait Harvard, James Blake était à Harvard, exact. ouais. Pas de bourse sportive, que scolaire. Le mec qui était. On À mon savait qu'il était avis, brillant. voilà, il était brillant et à mon avis, il a dû avoir quelque chose parce que bon, il était numéro un des États-Unis. Je serais très très surpris s'il a payé pour aller à Harvard. Ok. Donc on revient. T'as 24 ans, t'es directeur sportif du club. Quelle est ton idée du coup pour aller un peu plus loin et faire grandir, comme tu dis, un business et aller plus loin, plutôt que de Ouais. faire des Donc, coups si one tu shot? veux, tout de suite, j'ai eu l'idée de commencer un réseau de joueurs de tennis. Donc, ma première expérience, c'était une société qui s'appelait Fifth Set. OK, Ouais. où j'ai commencé à créer une plateforme sur Internet qui permettait à l'époque aux joueurs de se contacter les uns les autres. C'était pas instantané, mais tu pouvais chat. Je l'ai grossi jusqu'à à peu près 9000 membres. Si tu veux, j'ai eu l'opportunité d'aller présenter ce produit à la USTA, Qui est la fédé américaine, quoi. la Fédé américaine de tennis. Ouais. Et je leur ai présenté et ils étaient impressionnés et ils m'ont proposé un partenariat. Mais bon, à l'époque, je n'avais aucune expérience dans le business, quoi, donc je ne savais pas du tout comment négocier. Ils n'allaient pas investir d'argent, mais ils allaient co-brand. Donc, ils allaient mettre Fifth Set Network. Quand j'ai commencé à faire les recherches, je me suis dit, mais attends, mais ça, c'est un investissement ça nous aurait pris 1 million de dollars pour le scale, quoi, si tu veux. Ouais. Donc, quand j'ai vu les chiffres, ce que ça représentait, je me suis dit, mais c'est impossible. Donc, j'ai laissé tomber ce partenariat, quoi. Je l'ai pas pris. Je D'accord. n'avais pas de contact à l'époque dans le business. Ce Ouais. n'était que des gens qui prenaient des leçons avec moi. C'était pas vraiment des gens qui me respectaient en tant que leader dans le business, quoi. Entrepreneur, ouais. Voilà. Donc, j'ai pas pu poursuivre cette branche. Donc, j'ai arrêté. J'ai commencé à donner des leçons. J'ai voyagé beaucoup avec des joueurs qui voulaient passer pro. Et puis après, je suis revenu sur Washington. J'ai commencé tennis central, quoi, si tu veux. C'est là que je me suis vraiment lancé dans le business à fond avec des ambitions de très, très haut de gamme et vraiment un désir d'aider les joueurs comme moi à avoir du succès beaucoup plus rapidement. Alors, est-ce que tu peux OK? nous expliquer ce qu'est Tennis Central, ce que vous proposez et la genèse, d'où ça vient, où vous en êtes aujourd'hui? Tout à fait. Donc, si tu veux, dans le monde du tennis, moi, je pars du principe que tu as 4 grosses colonnes qui sont importantes. Tu peux t'entraîner, tu peux faire des matchs, si tu veux, la compétition. Donc, tu t'entraînes, tu as la compétition, tu as les voyages et tu as l'éducation. OK? Donc, si tu veux, le tennis central couvre ces 4 colonnes. OK? Ouais. Donc, au niveau des entraînements, on a des académies comme tous les centres de tennis. Quoi, si tu veux, on donne des leçons à tous les niveaux, de débutants jusqu'à mini-pro, quoi, si tu veux. On est dans 9 sites différents sur Washington. Et là, on commence à nous répandre un petit peu sur, on vient de signer un nouveau site à Princeton, justement. Et puis, bon, on a des contacts et partenaires dans le monde entier, quoi, si tu veux. Au Ok. niveau de la compétition, pareil, on offre des tournois. On a des partenariats aussi avec d'autres clubs où nos joueurs peuvent aller faire des tournois. On crée des tournois nous-mêmes. Donc, on a un tournoi, c'est le championnat du monde des teenagers. Ouais. Et on a un autre tournoi qu'on avait lancé juste avant Covid, qu'on va relancer maintenant parce que les choses se stabilisent un petit peu. Si tu veux, c'était un circuit sur les États-Unis pour
pour les 14 ans sur tous les 50 États des États-Unis. Et on fait venir les gagnants des 50 États, garçons et filles, sur Washington pour un championnat national. Et après, on les faisait venir à Paris pour jouer l'Open de Paris des 14 ans, qui s'appelait la BNP Paribas Cup, que tu dois connaître, quoi. C'est Jacques Laurent qui gère ça. On avait fait ça avec énormément de succès. Et puis après Covid, c'est mort, quoi. Donc là, on va certainement le relancer. Et si tu veux, moi, je vois le tennis en tant que cycle. OK? Tu pars en tant que gamin, tu t'entraînes, tu commences à faire des tournois. Après, tu pars en université. Une fois que tu as ton diplôme en université, c'est important d'avoir un circuit professionnel dans lequel tu peux te lancer. OK? Et si tu aimes le tennis et que tu veux vraiment rester dans le tennis, est-ce que tu peux avoir des qualités professionnelles qui te permettent de faire autre chose que d'entraîner des joueurs? OK? Donc, si tu veux, au niveau professionnel, c'est ça que Tennis Central offre quand les gens finissent leurs études, quoi, si tu veux. Vous avez un service aussi pour envoyer les jeunes On a un étudier service aux de États-Unis. placement en université pour les joueurs. Ouais. Et une fois ils obtiennent leur diplôme, ils peuvent venir travailler pour Tennis Central parce que bon, on a des partenaires dans le monde entier, quoi, si tu veux. Donc, tu peux venir te mettre au sein de Tennis Central, apprendre à gérer des clubs, apprendre à gérer des voyages, apprendre à gérer un business dans le tennis, dans toutes les branches du tennis, et on te place, on t'entraîne et on te donne un boulot où tu peux vraiment avoir énormément de succès. Tu as interviewé Alexis, qui Ouais. a commencé en tant que coach dans une de nos académies, et il est en ligne pour me remplacer en tant que président de la société, certainement à la fin de l'année. Vous allez avoir un paquet de candidatures de jeunes qui nous écoutent. Et pourquoi est-ce qu'il vaudrait mieux partir avec Tennis Central plutôt qu'avec un organisme qui est en France? Parce que on se dit spontanément, ok, je suis français, j'ai envie de faire appel à quelqu'un qui est sur le territoire. Pourquoi est-ce qu'on aurait avantage à passer par vous pour partir aux États-Unis? Si tu veux, nous, on est sur les États-Unis. On est en contact direct avec les coachs. OK? Ouais. On comprend, on connaît le système la procédure, quoi, si tu veux, pour rentrer dans les universités. On est sur le même timeline. Nous, on peut aller visiter les écoles. Hein. Moi, je peux, quand je vais sur Princeton, je peux aller voir le coach. OK? On est tellement au sein de l'industrie. Le coach de Stanford, par exemple, Paul Goldstein, c'est un ami à moi. On s'entraînait ici à Washington tous les deux. Okay? Donc, si tu veux, on a des relations qui ne sont pas que des relations business, c'est des relations personnelles que nous, on a avec ces entraîneurs. Alexis a vraiment créé un système méthodique où vraiment, il va te donner non seulement les écoles où tu vas, quelles sont leurs spécialités, OK? Parce que bon, il faut essayer d'éviter les erreurs que beaucoup de joueurs français font, où ils sont comme moi, ils choisissent une école simplement pour y aller, pour venir aux États-Unis. Et en général, ce qui se passe, c'est que quand tu vas dans une mauvaise école ou une école qui est pas faite pour toi, après tu dois changer et tu Ouais. perds un an et demi. C'est vraiment dommage, quoi, tu vois. Donc, et tu peux perdre eligibility. Nous, on essaie de vraiment placer les joueurs dans une école qui est parfaite pour eux tout de suite. Comme ça, on le fait une fois et c'est fini. Tu ne fais pas d'erreur. Il faut le get right la première fois que tu le fais. Toi, OK? Comme ça. t'es plus partisan de trouver la bonne université d'emblée plutôt que de faire éventuellement, même si ça se passe Exactement. bien, faire une deuxième expérience pour te dire, ok, je vais voir du pays, je vais pouvoir comparer, je vais peut-être mettre le tennis un peu moins en priorité, mais autre chose en avant. Non, toi, tu Je peux te préfères donner mettre. un exemple qui arrive très, très couramment. OK? Tu as des jeunes Français en disant, tu viens du sud de la France. OK? Tu viens de Marseille où le temps est très, très beau. OK? Et tu reçois une bourse scolaire pour aller à Chicago. Chicago s'appelle en hiver. Il fait un froid, mais horrible. -20. OK? Tu te retrouves dans une université où tu n'as vraiment pas l'habitude, ne serait-ce qu'au niveau de la température, de t'adapter. Tu vois, nous, quand on a quelqu'un comme ça, on leur demande, est-ce que c'est important pour toi d'aller dans une université où il fait chaud? OK? Là, on se concentre sur les universités en Californie, dans le sud des États-Unis ou sur la Floride. Quand je suis parti, j'étais 3-6 et je suis parti en Division 1, OK? D1, et ça s'est vachement resserré, le niveau a évolué de manière
assez impressionnante. Aujourd'hui, tu dirais que c'est quoi les catégories de joueurs? En fonction du classement du joueur, à quoi est-ce que les étudiants ou étudiantes peuvent prétendre? On va dire entre 15 et 3,6, 3,6 et 0, 0 et mieux. Est-ce que tu Ok. vois les différents types d'écoles vers lesquelles ils peuvent aller toquer à la porte, quoi? Ben, si tu veux, pour aller en division 1, maintenant, faut être négatif et plus. Zéro, si tu as vraiment de très très bonnes notes, éventuellement. Mais bon, ils vont pas te donner une bourse complète, quoi. Si tu es négatif et plus, tu auras bourse, presque bourse complète en fonction de tes résultats. Ouais. Donc, si tu es entre 15 et 3,6, bon, tu vas certainement avoir des ambitions en division 2, division 3, et tu vas devoir payer une certaine somme d'argent, quoi. Ils vont peut-être te donner 30% et tu paieras le reste, quoi. En division 3, tu peux pas avoir full scholarship à 3,6? Dans certaines écoles, ça dépend des écoles, mais bon, forcément, tout ce qui est full scholarship, ça va dépendre du nombre d'applicants qu'ils ont, quoi. Ouais. C'est beaucoup plus facile pour les filles parce que bon, grâce au titre 9, si tu veux, tu as 8 bourses scolaires pour les femmes et 4,5 pour les hommes, quoi, si tu veux. Donc, les femmes ont beaucoup plus de chances d'y arriver. Les Juste garçons, en ça peut traduction, être pour ceux qui nous écoutent, comme il n'y a pas d'équipe de football américain chez les femmes, ça dégage du budget pour avoir plus de bourses exactement dans d'autres sports. Il y a de bonnes écoles, académiquement parlant, en division 3? excellente. Ouais, ok. L'école américaine te prépare vraiment pour de bonnes choses, ok, de bons degrés. Toutes les écoles aux États-Unis vont te sortir et te donner des opportunités correctes. Bon, évidemment, si tu vas à Stanford, c'est autre chose parce que bon là, tu navigues avec les who's who des États-Unis, mais bon, pour entrer dans Stanford, faut être exceptionnel. Il y a combien d'écoles en D1, D2 et D3? Tu sais, Ah, ça, c'est une question à poser à Alexis. Alexis? C'est lui qui est vraiment au sein de. Dommage, on a déjà tourné l'épisode. À partir de 0 négatif, D1, 15 à 3,6, D2 ou D3, et Ouais. 3,6 à 0, tu dirais? 3,6 à 0, ils peuvent éventuellement trouver des D1, mais ils devront certainement payer un petit peu d'argent. OK? Et puis D2, D3, NAIA, Junior College. Moi, de temps en temps, je recommande aux gens d'aller peut-être en Junior College pour 2 ans pour justement avoir des résultats, quoi, parce que de temps en temps, ton niveau ne représente pas forcément où tu es, quoi. Ne représente pas forcément où tu vas. Donc, de temps en temps, avoir une transition, une école de transition pour te permettre d'avoir de bons résultats peut aussi t'aider à arriver à ton niveau. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi certaines universités sont en NIA ou Junior College? Parce que OK? mentalement, on pourrait croire que la Rolls, le top du top, c'est la D1, Division 1, Division 1, et que le reste du monde, c'est un peu des écoles par défaut, quoi. Non, 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 du tout. Ça, c'est une erreur qu'il ne faut pas faire. Ok. Les écoles de junior college, c'est des écoles de préparation, c'est des prep schools. Elles durent 2 ans. Ouais. OK? Donc, tu vas là-bas pour 2 ans. Et comme je t'expliquais, moi, quand j'y jouais à New Mexico Military Institute, ça jouait à -15, -30. Hein. Il y avait Mais, Cyril Buscaglione était -15, -30. Il jouait numéro 1 pour une école. Moi, j'étais pareil. Je jouais à -15, -30. J'étais en junior college. mais c'est des écoles de préparation qui ont quand même Voilà. des crédits éligibles pour l'université ensuite, quoi, que tu peux Tout à transférer. fait. Tout à fait. Tu transfères tes crédits pour aller terminer tes études dans une autre université après, quoi. NAIA, c'est 4 ans aussi. Donc, si tu veux, ça, c'est des écoles qui te permettent d'aller jouer quand tu as passé un certain âge. En D1, je crois que c'est 24 ans. Ou si tu passes, ou 23 ou 24 ans. Si tu passes cet âge-là, tu ne peux plus jouer en Division 1. Ok. NCAA. Donc, tu vas en NAIA, quoi, si tu veux. C'est une autre division qui te Ouais. permet de poursuivre tes études et de jouer à haut niveau sans avoir forcément l'âge nécessaire pour jouer en division 1. Ok, bon, on a fait un bon tour de piste. Du coup, si vous voulez travailler pour Tennis Central, eh ben, vous allez sur le site internet et je mets tous les liens dans la description. Si vous voulez partir aux États-Unis avec Tennis Central, même chose. Aujourd'hui, tu as un accent américain quand tu parles un peu, quand tu parles français. Est-ce que tu rentres de temps en temps au Cameroun, en France? Ça ressemble à quoi ta vie? Tu disais Ben, si tu qu'Alexis allait veux, peut-être prendre ta position. Ça veut dire que quoi? Tu vends l'entreprise? Qu'est-ce qui se passe là?
Non, non, du tout. J'ai toute ma famille en France. Ok. Ok. Ma sœur, j'ai deux sœurs, un frère. Mon grand frère et ma grande sœur habitent à Orléans. Ma petite sœur habite juste à côté de Paris. Mon père habite juste à côté de Fontainebleau. Donc, j'ai toute ma famille en France. Je suis le seul ici aux États-Unis. Donc, on rentre assez régulièrement. Moi, j'ai fait ma vie ici. Donc, je suis marié, j'ai trois enfants. Donc, je suis établi, si tu veux, aux États-Unis. D'ailleurs, depuis, j'ai la nationalité américaine aussi. J'ai trois nationalités. Je suis franco-camerounais américain. C'est beau. C'est Ça me permet de voyager beaucoup. J'adore la France, quoi, si tu veux. C'est vraiment mon pays d'origine. Le Cameroun, pareil. Les États-Unis, c'est mon pays adoptif, quoi, si tu veux. C'est là où j'ai fait ma formation professionnelle. Moi, mon but, de toute façon, c'est d'aider, comme je t'ai dit, les joueurs de tennis et les enthousiastes du tennis de vraiment avoir un chemin très simple pour Mhm. arriver à leur destination. Si tu es joueur de tennis, tu dois pouvoir progresser très rapidement. Si tu es entraîneur de tennis, tu dois avoir accès à des options professionnelles qui sont vastes. Si tu aimes voyager, tu devrais pouvoir vraiment bénéficier de ton sport et vraiment t'amuser dans le monde entier à faire des choses exceptionnelles. On a des voyages dans les Caraïbes, en Anguilla, on a des voyages en France, en Grèce, en Thaïlande, aux États-Unis. Donc, si tu veux, en tant que professionnel de tennis, si tu veux vraiment toucher à tout ce qu'il y a dans le monde du tennis, tu viens travailler pour nous. Tu peux travailler dans le travels, tu peux travailler dans le coaching, tu peux travailler dans le construction de sites de tennis. On fait tout. On est en train de rentrer dans le fintech aussi. On va créer des solutions financières pour les joueurs de tennis aussi. Donc, ça te permet de toucher à tout et de vraiment voir ce qui est excitant pour toi, quoi. Tes enfants jouent au tennis? Mes enfants jouent au tennis, ouais. J'ai Ok. trois enfants. Ma fille a 10, mon fils a 8 et la petite a 6. Et Ouais. ils jouent tous des tournois de tennis et ça me fait vraiment beaucoup de plaisir. C'est bon, ça. Génial. T'es marié à une Américaine? Je suis marié à une américaine italienne. Comme moi, elle a grandi en Italie, quoi. Si tu vois, moi, j'ai grandi en France, mais bon, elle est européenne et américaine, quoi. D'accord. Et tu retournes au Cameroun aussi de temps en temps? Le Cameroun, je ne suis pas retourné au Cameroun depuis 12 ans. Ça te manque pas trop? Si tu veux, la situation là-bas est un peu différente de la situation française. Faut toujours regarder un petit peu comment les choses vont là-bas. Si Ouais, tu bah veux, a priori, t'as Yannick Noah qui est retourné vivre là-bas, ça a l'air de... Non? ouais, ça a l'air d'aller, ça a l'air d'aller. Mais bon, tu as des moments où ça peut être un peu chaud, quoi. Ouais. Ok. Mais j'ai encore de la famille là-bas, donc je pense que certainement dans 2 ans, quand mes enfants sont un petit peu plus grands, Ouais. je vais les envoyer. On va aller visiter Kribi et Yaoundé et tout ça pour qu'ils découvrent un peu. C'est bon, ça. Ça doit être un sacré mélange avec le côté italien, camerounais, Ah ouais, français, ouais, non, américain. Il y a plein, c'est un beau ouais, cocktail. exactement. Alors pour terminer, Yann, déjà merci pour toutes ces infos. C'était hyper inspirant. Je pense que si j'écoutais cette interview quand j'étais aux US ou peut-être juste après, j'enverrais un mail direct pour postuler et dire, coucou, moi je suis fan, je veux bosser avec vous. Vraiment, je te le dis très très honnêtement. Mais alors pour terminer, pour sortir un petit peu du cas de tennis, même si on n'a pas parlé que tennis, est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes particulièrement et que tu peux avoir l'habitude d'offrir parfois à des amis à toi? Il y a un livre que je viens de terminer, que je recommande à tout le monde. Ça s'appelle 10x is easier than 2x. Ok, donc je ne sais pas comment tu traduis ça en français. Moi non C'est plus. multiplier par 10, c'est plus facile que de multiplier par 2. OK? D'accord. Et c'est un bouquin de business, quoi, si tu veux, qui vraiment te donne une vision exceptionnelle de comment faire quelque chose d'exceptionnel dans la vie. OK? C'est bon Moi, le ça. tennis, je me rends compte que ça m'a permis de me lancer dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle. J'ai eu, grâce au tennis, accès aux personnes les plus puissantes au monde. J'ai joué avec des présidents, des sénateurs, des membres du Congrès, des présidents de sociétés de Fortune 100, Fortune 50. Je suis autour de gens qui sont des milliardaires. Je m'entraîne avec eux, je joue avec eux, je vais dîner avec eux. Et tout ça grâce au tennis. Et on a accès à tout ça ici, dans Washington. Et nous, ce sont nos contacts à Tennis Central. Donc, si tu veux, je veux vraiment que les jeunes de tennis qui veulent poursuivre leurs études aux États-Unis ou veulent poursuivre dans le monde du tennis professionnel,
qu'ils sachent que tout est possible. Et on est là pour les aider à vraiment trouver le chemin le plus simple pour y arriver. Et tous ces gens à la carrière bien remplie, tu sens qu'ils te font plus confiance aujourd'hui que tu as créé Tennis Central? Tu sais ce que tu disais tout à l'heure, ils te faisaient confiance en tant que prof de tennis, mais pas forcément entrepreneur. Tu sens que la relation a changé grâce à ça? Complètement. Ouais. Donc, Complètement changé. si Maintenant, t'étais resté prof de tennis, t'irais pas forcément dîner avec eux, c'est ce que tu veux dire? exactement. Il faut vraiment qu'ils sentent que tu fais partie de leur tribu. Ouais. Ok. Quand tu commences à faire partie de leur tribu, ils te regardent différemment. Et Hmm. c'est là que c'est très important de comprendre qu'il ne faut pas rentrer dans le tennis simplement pour être prof de tennis. Ça dépend ce que tu as envie de faire. Tout dépend Ça dépend ce que tu as envie de faire. les désirs. Voilà. Si tu veux être prof de tennis, parfait. Mais si tu veux vraiment avoir une carrière professionnelle hors du commun, il faut savoir te positionner pour justement avoir ce genre d'accès. Tu penses que tu es devenu un Américain un peu mentalement ou pas? Parce qu'on sent l'inspiration, tu vois. On sent qu'il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de limite, il y a pas de... Ou en France, parfois, bon, on peut un peu se prendre la tête, on peut un peu se cacher derrière les objectifs. Toi, on voit que c'est un peu à la ricaine, tu vois. Tu sens que tu es devenu un peu comme ça ou pas? Je pense que je suis devenu un peu comme ça parce que tout est possible. Je l'ai vu, je le vis, je le vois et je donne ces opportunités à tous les gens qui me rencontrent et qui font partie de notre société. C'est bon, C'est le ça. but de notre société de toute façon. Génial. T'es arrivé à quel âge aux US? À 18 ans? Je suis arrivé à 19 ans. 19 ans? Si tu pouvais te glisser un mot là à l'oreille, t'as combien? Tu m'as dit tout à l'heure, t'as 52, hein, c'est ça? Je vais avoir 52 en mai. Bravo. Si le Yann de 52 ans pouvait glisser un mot au Yann de 19 pour le coacher, lui dirais quoi? Fais des choix à long terme. Tu peux nous donner les sous-titres? Les sous-titres, c'est que quand on est jeune, on fait des choix à court terme. C'est des choix spontanés. Tu regardes la somme d'argent que tu peux faire. Tu ne te projettes pas vraiment dans ce que ça signifie dans le futur. Pour te donner l'exemple, quand tu m'as dit, quand je t'ai dit qu'à 24 ans, je n'avais pas l'expérience de business pour négocier, plutôt que d'arrêter, j'aurais dû essayer de trouver une solution à ce problème, plutôt que de laisser tomber. Quel OK? problème? Ah oui, Ben, l'USTA. j'avais la Ok. USTA qui allait, Ouais. si tu veux, m'aider au niveau du branding. Ouais. OK? Il n'allait pas m'aider financièrement. Mais si j'avais vraiment eu l'expérience que j'ai maintenant, j'aurais continué. Mhm. J'aurais essayé de trouver un moyen de trouver des investisseurs ou quelque chose comme ça. Parce que bon, ce genre d'opportunité ne revient pas forcément aussi rapidement. Mhm. Quand tu as une société comme ça qui est d'accord à te faire venir sur leur coupole, il faut trouver une solution. Donc, avoir des plans à long terme où vraiment tu n'abandonnes jamais. Ton film préféré? C'est lequel? Mon film préféré. Le dernier film que je viens de regarder qui m'a vraiment fait beaucoup plaisir, c'est The Equalizer. Ton concert? Le concert le plus ouf auquel t'es assisté? Le concert le plus ouf auquel j'ai assisté, George Michael. C'était à Washington? C'était à Washington, ouais. Est-ce qu'il y a une citation que t'aimes bien? Une citation que j'aime bien. Moi, ma vie, je la vis en sachant que tout est possible, quoi. C'est Ouais. toi qui choisis ta destination. Donc, choisis wisely. Quelles sont, pour terminer, quelles sont, tu dirais, les valeurs de Tennis Central et ta vision? Où est-ce que tu veux aller? Ma vision pour Tennis Central, c'est d'avoir une société qui va être publique, qui va être traded on the stock exchange. Ça, c'est ma vision numéro un, Donc en bourse? les valeurs. Je pense que c'est très important d'être honnête, ok, et beaucoup plus important d'avoir envie d'aider. Je pense que quand tu veux aider les gens, tu vas avoir énormément de succès et être très apprécié. Donc, si tu veux, nous, au sein de notre société, c'est vraiment la valeur la plus ancrée dans nos habitudes. C'est vraiment d'honnêtement vouloir aider les gens. Est-ce qu'il y a une personne que tu aimerais entendre parler tennis? Une personne que tu trouves hyper inspirante? J'aimerais beaucoup, j'ai pas eu l'occasion encore de le rencontrer, mais j'aimerais beaucoup rencontrer Novak Djokovic. Je suis pas un fan véritablement, mais je respecte énormément les sacrifices, la détermination, vraiment ses ambitions et comment il gère sa carrière, quoi. C'est quelqu'un vraiment d'exceptionnel, très professionnel et qui reste vraiment vrai vis-à-vis de lui-même, quoi. Il a un Hmm. caractère très particulier qu'on peut apprécier ou pas, mais c'est important de rester toi-même. Et je pense que beaucoup d'athlètes savent comment
comment présenter leur image et ne sont pas forcément eux-mêmes. Et lui, il est vraiment resté lui-même et il gagne comme ça. Bon, j'organise un podcast avec lui et je te l'envoie dans la foulée, t'inquiète. Ça arrive dans deux Parfait. semaines. Dans 2 semaines, c'est là. Exactement. Dernière question, l'expérience la plus incroyable de ta vie, toute situation confondue. Au-delà de Georges Clooney, évidemment, même si c'était sympa. D'ailleurs, il est cool, Georges? Ah, ouais, super sympa. Il a l'air, ouais. Ouais, je vais te raconter une expérience très, très, très particulière. OK? Donc, quand tu as eu 9/11, le 11 septembre, Ouais, aux États-Unis, qui est arrivé et que tout a été bombé. Moi, si tu veux, j'étais à Washington. Donc, c'est arrivé dans Washington. On était à Washington. Donc, nous, on était vraiment coincés. Et j'ai eu tellement peur, j'ai commencé à prendre des leçons d'aviation. Je voulais pouvoir me sortir d'un avion moi-même, savoir le voler moi-même. Donc j'ai commencé à prendre des leçons de pilotage. Et j'ai commencé à prendre ces leçons. J'ai fait pendant 6 mois. Et après 6 mois, j'ai eu une tendinite au poignet. Et pour arrêter ça, ils m'ont mis dans un casque, quoi. Comment tu dis en français? un simulateur, non? Non, non, ils m'ont mis dans un Ah oui, un non, non, plâtre, un plâtre, un un plâtre. plâtre. Ils m'ont mis Ouais, dans un plâtre. ouais, Donc je ne pouvais plus voler, quoi, si tu veux. Et j'étais chez moi, et à 3 heures du matin, ça sonne. Et je me dis, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Je sors, je vivais dans un appartement où c'était grillé, quoi, si tu veux. Et je regarde dehors et je vois deux mecs à l'entrée qui me disent, ouvrez la porte, c'est le FBI. Je dis, attends, mais c'est quoi ça? Et je rentre chez moi, je ferme, ils me retéléphonent et ouais. me disent, monsieur, ouvrez la porte tout de suite. Donc je sors, j'ouvre la porte, ils rentrent, il y en avait un qui était balèze et un qui était un peu plus petit, et ils étaient armés. Et ils rentrent dans mon appartement, ils m'emmènent en bas, et je suis assis dans mon appartement en bas avec un mec ici, un mec à gauche, un mec à droite. Et ils commencent à me poser des questions sur ma vie, quoi. Ils Ouais, me disent, oh, ok, où étais-tu à cette date, à cette heure? C'est 3 heures du matin, j'ai aucune idée. Et ils me sortent quatre ou cinq incidents différents où apparemment ils savent exactement où j'étais, quoi. ouais, ouais. Alors il me dit, OK, on va vous aider avec votre mémoire. Vous étiez à la Maison Blanche à cette heure-ci, à cette date, avec ce membre du Congrès. Vous étiez à ce fort, à cette base militaire avec tous les membres du Congrès en cette date à cette heure. Vous étiez, et ils me sortent, mais 5 ou 6 dates différentes, endroits différents où j'étais avec des gens de très très haut niveau. Et, Ouais, t'as dû flipper, hein. mais je flippais, c'était pas possible. Et ils me demandent d'expliquer ce que je fais dans la vie. Et ils me Ouais. disent, maintenant, on voit que vous prenez Des des leçons. leçons de pilotage Ouais, après le 11 septembre. Expliquez-nous pourquoi vous prenez des leçons de pilotage et on vous voit dans tous ces sites. Heureusement pour moi, à l'époque, j'entraînais le mec qui était à la tête de la défense du président. ouais. C'était un mec des services secrets. Et je leur ai dit, mais écoute, moi je suis un joueur de tennis, c'est tout, hein, je donne des leçons, c'est tout. Écoutez, vous pouvez appeler, il s'appelait David Carpenter. Il était Head of Presidential Security Detail. Et le mec, il me regarde et me dit, How do you know David? Je dis, c'est un élève à moi. Il appelle David, et puis David leur a dit, non, non, mais écoutez, c'est Yann, Un il est poteau. sympa, c'est un joueur de tennis. Mais je paniquais, je me voyais à Guantanamo Bay en À deux casser des secondes, cailloux. et mes parents n'auront pas su où j'étais, quoi. Donc ça, c'est vraiment l'expérience américaine où j'ai vraiment, où si tu veux, j'ai flippé, mais les connexions que j'avais m'ont permis de me sortir d'un trou qui était garanti, quoi, parce que je sais pas comment j'aurais pu expliquer ça. C'est là où le tennis, c'est quand même incroyable. C'est là où tu fais des rencontres folles, quoi. Voilà, non, mais c'est un truc, tu vois ça que dans les films, quoi, tu sais. Ouais, Mais ouais. moi, je l'ai eu véritablement en vrai, quoi. Magnifique. Merci beaucoup, Yann. C'était un super moment. Je suis ravi Je de, t'en bah, prie. déjà de te connaître et puis de mieux connaître ce que vous faites chez Tennis Central. J'espère que vous aurez des auditeurs de tennis légende avec lesquels vous aurez des belles collaborations. Et puis à la prochaine. À très bientôt. À la prochaine. Merci pour Salut. tout. Ciao, ciao. Allez, ciao.
Merci d'avoir écouté cet épisode avec Yann, fondateur de Tennis Central. Si vous voulez partir aux US ou envoyer vos enfants, je vous mets leur site et leurs réseaux sociaux en lien dans la description de l'épisode. Et dites-leur bien que vous venez de notre part. Mettez un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de l'épisode et un like, ça nous aide énormément. Un autre truc hyper important, c'est de vous abonner à la chaîne YouTube, Spotify. Peu importe où vous écoutez, c'est un tout petit clic de votre part, mais ça nous aide aussi pour vivre de notre contenu par la suite, puisque c'est comme ça qu'on quantifie le nombre de personnes qui nous suivent et qu'on peut ensuite aller voir des marques et leur dire voilà, un partenariat, on peut faire ci, ça ensemble. Alors ça a énormément d'importance pour nous, vraiment. Comme je vous le dis, c'est un tout petit clic, mais qui fait une grande diff. Donc par avance, un grand merci de le faire. Et pour continuer à vous régaler chaque semaine avec des pépites du circuit, on a besoin de votre soutien par ailleurs. Vous pouvez rejoindre la communauté Tennis Légende où pour 5 € par mois, c'est environ le prix d'une boîte de balles ou d'une pinte en happy hour, que sais-je. On te donne accès à des interviews exclusives qu'on ne publie pas ailleurs, des débriefs de matchs de joueurs pros, des compléments d'interviews, des échanges avec des coachs. Tout ça est privé et uniquement accessible en rejoignant la communauté Tennis Légende et en soutenant au passage le podcast, puisque nous, ça nous permet de continuer à t'offrir du contenu de qualité chaque semaine. Et toi, ça te permet de progresser avec des conseils d'experts. Alors fonce, le lien est dans la description de l'épisode. Et voilà, comme je te disais, c'est un moyen de rester parfois indépendant des sponsors après lesquels on court à longueur d'année lorsqu'on n'en a pas. Tout ça mis bout à bout, ça fait une vraie différence. Chaque podcast nous prend en moyenne 10 heures de travail. Donc c'est un travail à temps plein, à part entière. Et au-delà du contenu privé que vous avez sur la communauté, c'est donc un vrai soutien qui pour nous change la donne. Voilà. Pensez aussi aux bouche à oreille, les légendes. Envoyez l'épisode à des potes qui seront ravis de découvrir notre contenu pendant les entraînements ou des dîners ou des verres. Abonnez vos potes, parlez-leur c'est le meilleur marketing possible, le bouche à oreille. Donc voilà, vraiment, ne lésinez pas. Et si vous avez des idées, vous pouvez m'envoyer un mail à max@tennislegende.fr ou alors sur LinkedIn, voire Insta, à Max Zamora, Z-A-M-O-R-A. Je réponds absolument à tout le monde et si je ne l'ai pas fait, relancez-moi. Merci. J'espère sincèrement que l'épisode de la semaine vous a régalé et je vous souhaite de prendre beaucoup de plaisir sur et en dehors du cours. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao.